Voici l'analyse linéaire du poème J'aime l'araignée et j'aime l'ortie de Victor Hugo. C'est un poème extrait de Contemplation du livre 3, le poème 27. Ce poème tiré des Contemplations, donc un recueil publié en 1856, même si l'écriture recouvre une vingtaine d'années, donc de Victor Hugo, chef de file du romantisme, poète aussi bien que dramaturge ou romancier, a été écrit en 1842, donc avant la mort de Léopoldine, qui signale un point de rupture dans l'œuvre de Victor Hugo. Ce recueil de poèmes est présenté comme les mémoires d'une âme parce qu'il évoque la vie du poète sous tous ses aspects. Et dans le livre 3, sous l'aspect de ses combats politiques, et c'est donc important de replacer ce poème qui, par le vocabulaire, par les thèmes, pourrait être attribué plus au registre bucolique, de bien voir qu'il se place en fait sous le signe des combats politiques et qu'il faut donc lire ce poème dans sa dimension politique, symbolique. Ce livre préfigure le roman Les Misérables par le portrait des miséreux et notamment ce poème, puisque l'ortie et l'araignée sont à prendre d'un point de vue symbolique. Ils représentent les plus miséreux de la société. Et nous avons donc ici un éloge paradoxal de l'araignée et de l'ortie qui se comprend dans sa valeur symbolique. Je procède donc à la lecture du texte. J'aime l'araignée et j'aime l'ortie, parce qu'on les hait, et que rien n'exauce et que tout châtie leurs mornes souhaits, parce qu'elles sont maudites, chétives, noirs êtres rampants, parce qu'elles sont les tristes captives de leur guet-apens, parce qu'elles sont prises dans leur œuvre, ô sort, fatal nœud, parce que l'ortie est une couleuvre, l'araignée un gueux, parce qu'elles ont l'ombre des abîmes, parce qu'on les fuit, parce qu'elles sont toutes deux victimes de la sombre nuit. Passons, faites grâce à la plante obscure, au pauvre animal. Plaignez la laideur, plaignez la piqûre, oh, plaignez le mal. Il n'est rien qui n'ait sa mélancolie. Tout veut un baiser. Dans leur fauve horreur, pour peu qu'on oublie de les écraser, pour peu qu'on leur jette un œil moins superbe, tout bas, loin du jour, la mauvaise bête et la mauvaise herbe murmurent amour. Donc pour ce qui est du mouvement, on a tout d'abord la défense paradoxale de l'araignée et de l'ortie. Paradoxale parce que ce qui pousse l'auteur à les aimer, c'est justement la répulsion qu'elles inspirent. Puis dans un deuxième temps, à partir du vers 17, un appel à la compassion du lecteur. Ma problématique sera donc comment le poète prend-il la défense des opprimés à travers un éloge paradoxal et métaphorique de l'araignée et de l'ortie. Je vais procéder comme d'habitude par unité de sens. Du vers 1 à 6, on a l'éloge de l'araignée et de l'ortie pour la répulsion qu'elles inspirent. On remarquera l'alternance de décasyllabes et de vers de 5 syllabes, donc l'alternance d'un vers long et d'un vers court, avec un vers impair qui signe une rupture du rythme, avec un rythme moins harmonieux qui peut justement être en accord avec le sujet évoqué. Nous n'avons pas alexandrins qui sont généralement utilisés pour des sujets nobles. On note l'anaphore j'aime, j'aime, puis l'anaphore de parce que, qui souligne à la fois l'éloge et la raison de cet éloge. C'est un éloge paradoxal, puisque l'insecte évoqué et la plante, enfin l'insecte, ça n'est pas un insecte, et la plante sont mal aimés, comme le montre l'expression parce qu'on les hait, qui va évidemment provoquer le lecteur. On peut noter également au vers 3 l'antithèse rien n'exauce et tout châtie, qui insiste sur l'absence totale d'amour ou de compassion que suscitent ces deux êtres.
Avec l'expression morne souhait, on peut noter une personnification qui annonce donc la portée symbolique du poème, hein. Ces deux êtres sont une métaphore des plus pauvres qui subissent l'oppression des classes dominantes. Par ailleurs, l'adjectif morne, qui suggère la modestie des souhaits, morne souhait, contraste avec la fin de non-recevoir qui leur est systématiquement renvoyée. Rien n'exauce. On a l'anaphore également enfin l'opposition plutôt entre rien et tout, qui insiste sur l'absence totale de résolution de leurs vœux. On peut noter également que les sonorités sont assez rudes, assez discordantes, avec le R, hein, donc rien, morne, l'heure, le X, XC, exauce, tout cela en, en ajout avec les vers impairs qui sont moins harmonieux qu'en alexandrin, eh bien, tout cela est en accord avec le côté disharmonieux des deux êtres évoqués. Des vers 7 à 10, l'auteur évoque la condition tragique de ces êtres, hein, tragiques parce qu'elles ne peuvent échapper à leur sort. Pour cela, nous avons le champ lexical du piège, de l'emprisonnement, hein, qui décrit cette condition tragique avec captive, guet-apens, prise, fatal nœud. Le mot fatal est pour le coup totalement dans le registre tragique. Donc on a une tonalité pathétique qui suscite la pitié et tragique qui insiste sur l'absence de liberté de ces êtres, avec en plus la phrase exclamative et l'expression fatal nœud. L'allitération en R, triste captive, doublée de l'assonance en I. Là encore, ces sonorités sont disharmonieuses et peuvent souligner la tonalité pathétique et tragique. Et ces deux êtres sont donc transformés en personnages de tragédie. Au vers 11 à 16, on glisse peu à peu vers cet aspect symbolique avec la métaphore du peuple qui souffre et qui est rejeté. Les deux métaphores, l'ortie est une couleuvre, l'araignée est un gueux, montrent une sorte de progression puisque la plante est assimilée à un animal, puis l'animal, l'araignée, à un être humain, le gueux. Couleuvre et gueux soulignent le caractère méprisable, méprisé de ces deux êtres. Et gueux, évidemment, renvoie, c'est un terme péjoratif et méprisant, renvoie au peuple qui souffre et qui est méprisé. Par ailleurs, ce sont deux êtres de la nuit, de l'ombre. La rime ombre, sombre, la rime interne insiste sur ce point. S'y rajoute le mot abîme et le mot nuit qui montrent que finalement ces deux êtres sont rejetés parce que personne ne veut les voir. On les fuit, elles sont reléguées dans l'ombre, abandonnées à leur misère. La personnification qui est amorcée se poursuit avec le mot victime, hein. On voit donc bien qu'on a ici une défense du peuple, défense qui se poursuivra dans d'autres œuvres de Victor Hugo, comme Les Misérables, et qui était déjà présente dans Claude Gueux, dont l'écriture est antérieure à ce poème. Et donc, ce qui est souligné ici, c'est l'injustice de la société qui rejette dans l'ombre les plus pauvres. Des vers 17 à 20, on a un appel à la compassion, avec le champ lexical de la pitié et les impératifs, faites grâce, plaignez, qui est répété en anaphore. On a donc une sorte de prière. Au vers 17 et 18, on a des adjectifs qui suscitent la pitié, avec obscur et pauvre, obscur qui rappelle le thème précédent de l'ombre. Puis des vers 19 à 20, des noms qui, pour le coup, rendent cet appel à la pitié paradoxal car ils sont péjoratifs. Autant obscur et pauvre peut citer de façon assez logique la pitié et la compassion, mais laideur, piqûre et mal, avec une gradation dans cette énumération,
euh, insiste au contraire sur des qualités traditionnellement on n'appelle pas la pitié. Donc au lieu de condamner, le passant, le lecteur, est appelé à la tolérance et à la compassion, et on peut voir ici presque un appel à la charité chrétienne. On sait que Victor Hugo est très religieux, hein, et cela peut faire penser à la prière du Kyrie qui signifie en grec Seigneur, prends pitié. Au vers 21 à 27, l'auteur appelle ses lecteurs à regarder l'autre avec humanité, l'autre notamment celui qui est différent, qui n'appartient pas à la même classe sociale. L'auteur souligne la proximité de tous les êtres avec la tournure impersonnelle il n'est rien, qui est une sorte d'hyperbole, hein, puisque on englobe tous les êtres sans exception, qui est suivi du pronom indéfini tout, vers 22 et 26. Le poète appelle donc le lecteur à se reconnaître en l'autre, à ne pas exclure certains êtres de l'humanité, hein. Il n'est rien qui n'ait sa mélancolie, tout veut un baiser, tout cherche l'amour, et ce sera le dernier mot du poème. On a un appel également à l'humilité au sens propre et figuré, puisqu'on sait que humilité vient de humus en latin qui veut dire la terre, hein. Il faut regarder les plus humbles, pour peu qu'on oublie de les écraser, pour peu qu'on leur jette un œil moins superbe. On a donc une idée soulignée par l'anaphore pour peu que qui introduit une proposition subordonnée de condition. L'adverbe de lieu tout bas et le complément circonstanciel loin du jour rappelle l'ombre évoquée dans la quatrième strophe. Donc, on appelle le lecteur à baisser le regard pour voir vers le bas ceux qui sont au-dessous de lui. Il faut oser regarder ce qu'on ne peut pas voir, qu'on qualifie généralement de mauvais, hein. On a la répétition de mauvaise, la mauvaise bête et la mauvaise herbe, qui reprend évidemment l'araignée et l'ortie. Euh, et puis le groupe nominal, la fauve horreur. Euh, donc, euh, il faut entendre, il faut voir et entendre ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne peut pas entendre. Le mot murmure indique que justement la voix des plus pauvres peine à atteindre ceux qui sont au-dessus. Parce que ce qui fait notre humanité, donc le point commun entre tous les hommes, ce sont les sentiments, sentiments évoqués par le champ lexical justement des sentiments avec mélancolie, baiser, amour. Le poème se clôt par le mot amour avec une majuscule et un point d'exclamation. Ce mot, cette fois grandi par la majuscule, rappelle l'anaphore du verbe aimer qui apparaît au premier mot du poème, mais on voit bien ici qu'il y a eu une sorte d'élévation, il y a une connotation plus noble et plus grande. Donc en conclusion, à travers cet éloge paradoxal de deux éléments de la nature habituellement détestés ou méprisés, l'auteur défend le peuple opprimé qui vit dans la misère et que les classes plus aisées refusent de voir ou de prendre en considération. On a donc une métaphore poétique, hein, qui, à travers l'araignée et l'ortie, désigne autre chose, le peuple, qui permet à l'auteur d'appeler à la charité chrétienne et qui montre son engagement politique en faveur des plus démunis. C'est un thème central dans le livre 3 des Contemplations. Et la nature, qui dans le livre 1 et 2 était plutôt présentée comme un refuge pour l'auteur, un lieu d'inspiration, est plutôt utilisée de façon métaphorique dans ce poème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à réviser vos textes pour l'oral.